que ça joue? Hello, hello, hello. Ça va? Ça va. Je crois qu'on enregistre. Parfait. C'est la dernière de l'année. Nouveau studio. Nouveau studio, nouvel endroit. Vous savez pas, vous pouvez pas savoir. Si vous l'avez vu. Vous l'avez vu Vous dans le l'avez vu, bien sûr. stream de Ah, vas-y, lundi explique. soir. Explique la soirée prod, On est Clément. lundi 22 décembre. Encore 2 portes sur le calendrier pour ceux qui y croient. Et donc, on a fait quoi? On enregistre chez moi parce qu'après on fait un streaming. Mais donc vous aurez évidemment, comme des fanzouz, vu le streaming Bien sûr. lundi soir, parce qu'il n'y a rien à faire le lundi soir 22 décembre. C'est juste avant les fêtes, vous êtes tranquille à la maison, donc vous avez regardé le streaming, vous avez vu même un bout de mon salon et de mon canapé Mikasa vert côtelé. Stylé. Mais, donc Et on est chez moi. Du coup, on a décidé pour cet épisode sur ton canapé en velours côtelé vert, de faire un épisode Trunks. Et on a décidé de pas se prendre la tête. Mhm. Tranquille. Donc c'est vous qui avez bossé, C'est vous qui avez bossé, mais en fait, ça m'a fait bosser aussi un peu. Ah ouais? Du coup, je suis un peu en retard, mais tu verras. Que j'ai pas trop bossé en avance parce que vu que toi, tu vas devoir bosser sur le moment. Ah, moi, j'ai pas bossé les réponses. On vous a posé des questions, on vous a demandé de poser des questions sur le groupe Telegram principalement. Vous avez bien, vous êtes pas mal, enfin, je pense une petite dizaine à avoir bien respecté les consignes et bien compris. Il y a une personne qui a pas tout capté, mais on lui en veut pas, ça relançait la machine. Mais Non seulement il a pas non... non seulement il a pas compris les consignes, mais en plus il a pas écouté en classe parce qu'il y avait la réponse de la moitié des questions qu'il a posées dans les voilà. épisodes. Et non, on ne sait pas si Alejandro arrête le polo et Dead Machin n'existe pas. Voilà, pour la private joke. Pour ceux qui sont sur le groupe QCQC, qu'on vous invite à rejoindre parce que c'est quand même super de pouvoir discuter ici d'ailleurs, il y a des messages qui pop de tout ce qui se passe dans le podcast et ailleurs. Voilà. Alors avant de commencer avec vos petites questions, maintenant vous en avez presque l'habitude, ça fait plusieurs épisodes où d'abord on dit merci à toutes celles et ceux qui nous ont lâché de l'argent pour amortir l'abonnement. Encore une fois, je le répète, c'est pour amortir l'abonnement de notre truc qui poste les podcasts automatiquement. Et on y est presque. On y est presque. Alors, voilà. je vais pas le dire parce que comme ça, les gens ils continueront à verser. Mais ouais. on avait déjà dit. Donc j'avais déjà dit, je l'ai redit. Ella, Mehdi, Mathieu, Baptiste, Momo, Rata, Lionel, Perpi, Maxence, Lefty Will, Nicolas, Greg, Vincent, Boris Gatien. On a Gifran qui s'est ajouté. On a Lyon maintenant qui s'est ajouté. On a Caro Paulette qui s'est ajouté. Et on a Pidou qui a enfin trouvé le bouton pour envoyer les sous. Voilà. Énorme. Et donc c'est super, merci beaucoup. Voilà, merci tout le monde, ça fait grave plaisir. On y est presque et du coup comme ça j'ai pu craquer un petit un petit abonnement en plus pour le stream de ce soir. Ah ouais? C'est pas ton boulot qui le paye celui-là? Pas celui-là, non, du coup j'ai changé j'ai changé la carte. Donc voilà. Ben top, trop bien, merci à tout le monde. J'en profite pour dire merci à toutes celles et ceux qui ont suivi tous nos épisodes jusqu'à maintenant, depuis le mois de septembre, fin août, parce qu'en fait ça commence à faire plusieurs mois qu'on l'a fait. Et puis en fait, comme tout le monde a été vraiment charmé dans les retours, dans les questions, dans les relances, que ce soit sur internet ou en vrai dans les tournois et tout ça, voilà, ça nous fait plaisir, puis ça nous donne envie de continuer, donc trop bien. Donc voilà. Il y a des gens qui ont dit qu'ils avaient fait des trucs par rapport à ce qu'on avait dit dans des tournois, que ça les avait fait presque gagner des matchs parfois. Ouais, parfois finir 4e, parfois gagner des matchs. Incroyable. Donc franchement trop cool. On va continuer comme ça. On se savonne. On passe aux questions, Clément ? Allez, c'est parti. Allez, tu veux commencer ? Alors, j'ai une question. On les groupe pas, on les prend comme ça. Hein, ouais. Alors, on commence tout de suite par une question très dure d'un ou d'une anonyme, d'accord, qui me dit: comment est-ce qu'on se sort de la galère de former une équipe à chaque tournoi? Cette personne nous dit qu'elle essaye de former une équipe dans son club, d'avoir un niveau similaire pour s'entraîner ensemble, ce que nous, on soutient fortement, et avoir une équipe fixe et mixte parce qu'il a envie, ou elle a envie, mais plutôt il a envie de jouer dans des équipes mixtes, même quand c'est pas obligé. C'est tout à son honneur. Bien sûr, mais ce joueur, appelons-le ce joueur, constate qu'il a du mal à motiver les gens dans son club à faire ça, et aussi que les joueuses Flinta dispo sont en fait pas dispo
celles qui sont à peu près de son niveau, soit B+, à moins, sont très vite bookées. Ah ouais, Il nous ouais. parle d'années à l'avance, ce qui est Ouais, pas ouais. faux parce que des fois on remarque donc que lui répondre et il nous dit après, il prolonge la question avec: «Combien de temps ça vous a pris avant de trouver des équipes fixes et avez-vous des conseils?» Et puis merci, machin, bisous, bonne année, trop bien, super. Yes. Alors, à chaud comme ça, j'ai envie de dire bon, évidemment, ça dépend, de la taille de ton club. Oui. Ça dépend de la taille de ton club parce qu'évidemment, plus il y a de joueurs et de joueuses, plus tu as le choix et plus tu as d'options, en tout cas, pour te prendre, 2-3 râteaux, mais quand même arriver à faire une équipe. Je pense que le premier truc, moi, qui me vient à l'esprit, c'est quand même le feeling dans les pick-up, toute la semaine, dans ton club. Moi, en tout cas, bah, voilà, si on revient 1000 ans en arrière, quand j'ai formé mon équipe, j'ai commencé avec mon pote Max en même temps le bike polo. Tout de suite, ben, bon, en dehors du terrain, la question se posait même pas parce que c'était un de mes meilleurs potes et puis, on s'entendait extrêmement bien. Il se trouve qu'en plus on faisait de la musique ensemble, on avait un groupe, donc on avait déjà Ouais, une ouais. dynamique à 3 en Oui. plus, mais dans un autre truc et puis voilà, tout de suite on a su se parler, on a su grandir ensemble et cetera. Ça rend pour nous la réponse à la question difficile parce qu'évidemment que moi j'ai tout de suite commencé à jouer avec Quentin Mmh. et j'ai pas fait de souvenirs, j'ai pas fait une équipe, hem, disons sérieuse, pour une saison complète sans Quentin. Ouais. Donc on avait déjà pendant très longtemps 2/3 de l'équipe qui était formée, voire la moitié quand c'est passé à 4 joueurs. Donc ça m'est difficile de répondre avec combien de temps ça vous a pris avant de trouver des équipes fixes parce que et toi et moi, c'était à peu près Alors 0, c'était ouais, c'était ça, mais du coup, tu vois, c'est là que c'est intéressant, c'est parce que genre, il me semble que ça doit être environ les 2 premières saisons qu'on a faites. Enfin, le début de notre première saison, on l'a fait avec un gars qui s'appelait Jack, qu'on aimait beaucoup aussi. On a fait notre premier tournoi en fait, on a fait qu'un tournoi avec lui. On a fait notre premier tournoi à Paris avec lui, qui s'était très bien passé, voilà. En plus, en double élim, on a perdu nos 2 matchs dans la bonne humeur, on était contents. Quelques semaines après, on fait un pauvre tournoi, à Rouen, sans enjeu et puis on joue vraiment cool et là, on prévoit d'aller faire les championnats d'Europe à Londres, où je te rencontrerai là pour la mmh. première fois et puis, bah, il se trouve que Jack, ce bon vieux Jack, il avait pas de carte d'identité, Aïe, valable, aïe, le aïe. jour même et du coup, c'est notre pote Fred qui est venu à la place et par hasard, quoi et puis il se trouve que Fred, il était super, il était gaucher, il était bon au goal, il était vraiment sympa, on s'entendait trop bien avec lui. On a fait 2 saisons directes avec lui comme ça, Et là-dessus. Jack, Ben, Jack, il était super, on le voyait de temps en temps au pick-up, mais il se trouve que en même temps à peu près, on l'a vu de moins en moins au pick-up quand même. Donc voilà et donc on a quand même fait ces 2 saisons avec Fred qui était très cool et puis petit à petit, ben, moi j'ai passé 6 mois, à Vichy et il y a Quentin Valette avec qui j'ai passé 6 mois à Vichy qui a commencé le bike polo un peu à Rouen, puis avec moi à Vichy, puis ensuite on est retourné à Rouen et puis en fait, bah, voilà, OK, on a mais parlé on 6 est mois. ouais, ouais, mais on est d'accord. Mais en fait, ça m'amène pardon, hein, tu allais me couper, mais Ouais, bien sûr. ça m'amène sur le point que j'allais dire. En fait, il faut quand c'est difficile, bah, tu dois te mettre dans la peau d'un dénicheur ou d'une dénicheuse de talent un peu. Tu vas devoir miser peut-être plus bas que ce que tu voudrais tout de suite sur le Ouais, moment, ouais, faire un mais par Pokémon. contre, tu dois te Ouais, dire genre, en fait, la trajectoire de ce joueur ou de cette joueuse et ouais, ben, dans une saison, ouais. peut-être moins, peut-être plus et ben, en fait, ce sera un très, très bon Ouais, ouais, investissement. mettre le grappin sur quelqu'un de OK. Exactement. Alors, bah, très bon C'était long, conseil. pardon, hein, c'était long, Non, mais non, c'était bien, c'est très bon on conseil commence et sur un joli tunnel. je pense aussi que, tu peux te dire que si ça prend pas d'essayer de trouver une équipe fixe tout de suite, multiplie les tests avec plein de petits tournois. Hésite pas à t'inscrire, et puis te dire: «Bah, vas-y, on essaye une fois», Mmh. plutôt que de dire je sais pas comment tu présentes les choses dans ton club, mais essaye de multiplier les tournois puis même de sortir de ton club si c'est galère, mais de multiplier les tournois avec d'autres et puis si bah, les flintas de ton club sont prises, puis que tu veux jouer local, bah, essaye d'avoir plus de flintas dans ton club, puis t'embête pas avec ça pour le moment, et puis vise plutôt à, si tu préfères le côté local, bah, essaye de mixer, puis de voir un peu, d'essayer plusieurs trucs pour en espérant que ça marche. Ouais, ce que tu dis, c'est peut-être il faut se concentrer sur un critère à la fois d'abord, plutôt qu'avoir tous tes critères à Oui, cocher oui, en oui. même temps en Ouais, ça faisant fait ton beaucoup équipe là. et peut-être c'est trop Ouais. peut-être que l'important c'est d'avoir une équipe déjà.
Ouais et puis, le fond du propos, je pense que c'est des fois, tu peux te dire que ça va pas marcher avec quelqu'un, tu fais ton tournoi, puis tu vois qu'en fait, en tournoi, bah, ça clique de ouf et puis c'est avec quelqu'un avec qui tu vas pouvoir continuer. Donc, bonne chance, merci beaucoup pour la question et bisous, Attends, monsieur ou madame j'allais anonyme. juste ajouter, on l'a entendu dans l'épisode précédent, tu vois, Alphonse, par exemple, la façon dont ils ont formé Arte, Mmh. bah, c'est marrant parce que je pense que même si c'est des joueurs très forts, ça s'est passé je pense que ça s'applique à tout le monde, en fait. «Ah, on a joué ensemble à tel Ouais, tournoi», ah, ou on a discuté même, on n'a même pas ouais. joué ensemble, on a joué les uns contre les autres ou machin. On a discuté en dehors du match, au tournoi. Donc comme tu dis, faire une équipe et aller sur les tournois, c'est ça le plus important Ouais et peut-être. puis proposer. Franchement, moi, le nombre de fois où en fait, des gens te proposent et puis tu dis: «Ah bah ouais, pourquoi pas, go», Ouais. alors que tu aurais pas fait. Comme dit Woody, bah, te prendre des râteaux, tu t'en fous. Essaye de proposer, quitte à un peu, ben oui, si dans ton club, tu as déjà essayé que ça marche pas, ben sors un peu, montre que ça se passe bien quand tu joues dans des teams et puis que dans d'autres teams et puis ça donnera peut-être aussi envie à des gens de ton club quand tu raconteras les tournois en revenant au pick-up, en disant: «Ah on a fait ça, c'était trop bien». Et ben peut-être que ça donnera envie de te rejoindre pour former une équipe. Ouais. Voilà, Mais du bisous. coup, Et puis non, mais c'est ça, mais du oui, coup, c'est ce que tu disais, faut pas trop se fi j'ai l'impression des fois qu'on essaye trop de chercher des joueurs qui ont notre niveau et ouais, ça, c'est applicable à absolument, toutes les équipes, je ouais, pense, qu'elles soient très, très fortes ou très, très faibles. Tout le monde essaie évidemment de viser soit à son niveau, soit plus haut, pour les joueurs, qu'ils prennent, mais à mon avis, c'est une erreur et sur le moyen terme, tu peux vite t'en rendre compte, quoi. Je sais pas pourquoi je pense tout de suite à cette équipe, Morningstar de Lyon, tu vois? Où tu as Renaud, Dany, Oscar et voilà, j'oublie quelqu'un, c'est pas sympa, quand ouais, ils ont joué à 4, tu te lances dans des Alban. ouais, Ben, c'est intéressant parce que pour moi, ça a le profil de joueurs qui étaient pas l'équipe A à Lyon et qui ont dit: «OK, ben, on va se mettre ensemble et ouais, puis on va aller essayer de taper la première équipe» et là, ils viennent de faire 2 saisons au moins de suite, je dirais, voire peut-être plus, très, très ouais, intéressantes ouais, et ils ont, ouais, nous en c'est tant comme ça. qu'équipe Ouais. au Gone Invitational et en tant que joueurs individuellement, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Mmh. Voilà. À moi, je te pose une petite question. Alors celle-là va être trop longue, faut qu'on la garde pour Donc après. c'est quelqu'un qui t'a écrit pour que tu me poses une question personnelle. C Celle-là, elle s'applique un peu à nous 2. OK, très bien. Alors là, j'ai une personnelle pour toi, Mmh. de la part de Baptiste Puchot, Ah, si aïe, ça te aïe, dit aïe, quelque aïe. chose. BP. Qui me dit: «Dans ta carrière, Clément, tu as eu une équipe qui s'appelle Mega Drive. Est-ce que ça veut dire que la Mega Drive, c'est ta console préférée?» Non, Alors, sa deuxième partie de question, c'était: «Si oui, pourquoi est-elle mieux que la Dreamcast?» mais elle est pas mieux que la Dreamcast. Voilà, donc il y a pas OK. de deuxième partie de réponse. OK, non, la Mega Drive, non, alors il faut savoir qu'on s'appelait Mega Drive. Alors ça, Quentin va péter les plombs parce qu'évidemment, j'ai oublié comment on a trouvé le nom. Ah mais non, mais on en a parlé en plus l'autre fois. C'est parce que déjà il y a le mot drive, Bah oui, il y a parce le mot que drive parce que dans le jeu, quoi. Toumash, parce que Toumash drivait bien, qu'on trouvait marrant Mega Drive et que, en fait, ça nous donnait aussi on s'était dit pour les numéros, c'était cool parce que on faisait moi, j'avais pris 32 qui était le numéro de la Saturn, il y avait Quand tu le 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 ah, ne le le nombre de nombre bits de là? bits, Ouais, c'est ouais, mais ça, ouais. alors parce qu'après bref. 32 comme la Play. 16 pour la Mega Drive et puis, je pense que la Dreamcast, c'était une 128 bits par contre, c'était pas une 64. Bah, parce qu'il y Ils avait avaient la s Nintendo 64 entre les 2. ouais, ils avaient step le truc et non, la Mega Drive, bah, c'est une console de ouf, hein, elle est trop bien, super, puce son, qui te sort des bandes son de ouf, Ouais. mais elle est trop orientée arcade pour moi. Je suis quand même si je devais choisir entre les 2, je prendrais la Super Nintendo. Ah ouais. Ouais, parce que les jeux me plaisent plus. Sonic, j'aime bien, mais je m'emmerde un C'est vrai peu, que je trouve. c'était très enfin moi dans ma tête, mais c'est peut-être parce que mes cousins ils avaient ça, mes grands cousins, mais c'était très Sonic Mortal Kombat, quoi. Ouais, la Mega Drive, c'était une console d'adulte un peu, où tu Ouais. avais ce truc de: «Ouah, je vais jouer à Road Rash où on va être sur des motos, puis on va se donner des coups de chaîne». Puis après, tu arrivais, puis tu startais Zelda sur SNES, puis tu étais là: «Mais c'est quoi ce truc? C'est gigantesque, je peux aller là, il y a ce donjon, je peux avoir cette clé» et fallait avoir plus le truc, justement de dénicheur
feature si tu voulais trouver des gros RPG sur la Mega Drive. En tout cas, pour nous, ce qu'on avait sur la Mega Drive, c'était des jeux où tu te transformais petit à petit en loup-garou en envoyant des kicks qui lançaient des Hadouken, ça avait aucun sens. Et le côté, le pad aussi, d'avoir que 3 boutons, alors que la Super Nintendo en avait 6. Enfin, c'est bref. Donc non, c'est pas ma console préférée. Et oui, la Dreamcast a été une méga... Tu l'as eu, toi? Ouais, on l'a eu, c'était la folie. Quentin, en fait, on n'a pas eu de console pendant des années. Quentin, il a pété 2 Game Boy qu'on a eu parce qu'il s'énervait. C'était les seuls qu'on a. Attends, là, l'histoire est longue, mais c'était les seuls qu'on avait, qu'on a eu parce que ma mère voulait pas qu'on ait de console. On n'avait pas le droit de regarder Dragon Ball le mercredi matin, etc. On était un peu isolés à ce niveau-là. Ma mère a voulu faire de nous de vrais gauchistes. Elle disait, vous aurez une console le jour où vous serez réfractaire à l'armée parce que vous devrez faire de la prison, parce qu'à l'époque en Suisse c'était obligatoire et tu faisais de la tôle si t'allais pas à l'armée. Il n'y avait pas encore le service civil. Maintenant il y a le service civil. Ils disaient tout pour que vous ayez pas la Voilà, console. elle disait oh vous voulez la console, c'est clair qu'on allait. Moi j'étais sûr d'être réfractaire à l'armée. Elle avait trop bien réussi. Donc sa propagande, sa manière de nous manipuler, c'était de nous dire je vous offre un Game Boy si vous allez en prison parce que vous ne faites pas l'école de recrue. Et donc, on était persuadés qu'au moins à 18 ans, on aurait un Game Boy. Et un jour, un marché, une ruette à vous, ce qu'on appelle ça, un vide-grenier géant d'un quartier à Genève, on a acheté une Super Nintendo. Et on s'est dit, bah, maintenant, je pense que Quentin, il avait presque déjà 18 ans, ou 16 ans, ou 17 ans. Puis il a dit, mais merde, en fait, maintenant, j'ai ma chambre. Vas-y, on prend une grosse télé, on achète la Super Nintendo. Puis on a commencé à avoir la Super Nintendo, mais très tard. Très tard. Et après, nos parents ont vu qu'on n'était pas devenus plus débiles que... Mais le but, c'était de dire, genre, ils le sauront jamais. On l'apprend, ils le sauront pas. Non, ils l'ont su, mais ils s'en foutaient. Ils avaient passé le cap. Alors que pour nous, c'était un interdit, mais tabou de ouf. Les Game Boy, on en avait eu parce que notre tante Martine en avait, et puis qu'on avait passé des soirées entières à jouer à Link to the Past. C'est vrai que c'est marrant, elle est vachement console, Martine, en fait. Non, c'est pas Link to the Past sur Game Boy, c'est celui où tu es dans le rêve de Link, là, Link Awakening, qui était complètement ouf. Martine, elle avait découvert ça une soirée, elle avait joué toute la night à ce truc-là, elle était devenue folle, donc après elle était devenue fan de Zelda, elle avait acheté un Game Boy, elle avait acheté une Super Nintendo, on allait jouer à la Super Nintendo chez elle, etc. On a eu notre Super Nintendo, nous, des années plus tard, on s'est fait chier à jouer à Tintin au Tibet et tout ça, on avait fini Tintin au Tibet, une folie, tu mourrais avec la feuille morte comme le joueur du grenier, bref. On a eu après, on a reçu, je sais plus la timeline, mais on a reçu une Xbox à Noël une fois, puis après Quentin il avait chiné une Dreamcast aussi, puis c'était parti sous le Calibur 2, la Xbox, tout ça, bref. Après on est devenu craqué de tout ça, mais non, c'est pas notre console préférée, mais j'ai regardé les matchs de Mega Drive et je pense qu'on était vraiment pas mal du tout. On a fait troisième à Saragosse aux Euros, et honnêtement, je pense qu'on pouvait faire beaucoup. Voilà, bref, on était très fort. C'est tout. T'avais quoi comme jeu sur Dreamcast, juste comme ça là? On avait Soul Calibur, Power Stone, on avait Shenmue, mais on n'a jamais croché. Et on jouait quasiment qu'à Soul Calibur et à Power Stone. Après, je pense qu'il y avait d'autres trucs un peu chelous. On n'a pas croché sur les Sonic ou les trucs comme ça. On faisait quasiment que du Soul Calibur. Quentin, il prenait tout le temps Mitsurugi. Moi, je prenais Ivy avec son épée fouet, ou alors Yoshimitsu de temps en temps. Petit Crazy Taxi ou... Ouais, ça nous plaisait pas. Quentin, il l'avait craqué, on avait des CD, on pouvait lire les CD craqués, machin, tout ça. Tu mettais d'abord un premier CD, après tu pouvais mettre un autre CD. Et franchement, je pense qu'on a joué à 80% on a dû jouer à 70% du temps à Soul Calibur, 20% du temps Power Stone et le reste... Stylé. Ouais. Moi, Dreamcast, c'est vraiment la console où je me revois chez mes grands-parents en vacances. Comme eux, ils avaient CanalSat à l'époque et pas moi. Je me revois mater Game One et c'était les premiers Level 1 avec Marcus. Ouais. Enfin, c'était pas les premiers, mais je me souviens bien de cette époque où la Dreamcast sort à ce moment-là, et puis ça envoie du Crazy Taxi, du Sonic, ça envoie ce jeu de roller là. Oh putain, oui, j'avais Jet Set Radio. Oui, bien sûr, j'ai joué à Jet Set Radio. Et juste pour ce jeu-là, en plus c'était genre c'était le début du cell shading, je crois, du style. C'est le premier jeu cell shading. C'est le premier jeu de cell shading, et j'étais là, genre, juste pour ce jeu, et pour le Level 1 que j'avais maté 1000 fois, quoi. Ouais. J'étais là, genre, wow, j'aimerais trop avoir la Dreamcast, quoi. Non, mais Jet Set Radio et Jet Set Radio Future après sur Xbox, c'était de la folie. Et oui, effectivement, je pense qu'on a aussi un peu joué à Jet Set Radio sur Dreamcast, mais beaucoup plus sur Xbox. Après, Xbox Splinter Cell aussi, la folie à Noël, le petit bruit quand tu mettais les lunettes infrarouges. Bon, bref. Dreamcast, super nom d'équipe, à part ça. Ouais.
Dreamcast, Dreamcaster. Non, mais Dreamcast, enfin, bref, c'est une console qui était graphiquement, elle était tellement au-delà. Et puis même les pads étaient pas ouf, mais ils étaient quand même intéressants à tenir. Ils marchaient bien. Enfin bref. Stylé. Bonne question, Très Baptiste. bonne question. À moi? Ouais. Allez. C'est un joueur qui nous pose plein de questions. On va le nommer parce que tu viens d'en parler. C'est Max. Alors, qui nous dit... Max de Rouen, donc. Ouais, Max de Rouen. Qui nous dit quel ressenti après le live des Worlds. Donc ça s'adresse à nous deux, mais plutôt à toi pour l'instant. Quel ressenti après le live des Worlds. Et du coup, est-ce que vous pensez passer le podcast en vidéo, Trash Talk style dans le futur? Et si oui, quelle plateforme? Alors, les deux parties de la question. Le feeling après les Worlds, fatigué, Ouais. mais franchement trop content. Déjà trop content d'avoir tenu, trop content d'avoir regardé parce que mine de rien, franchement les conditions elles étaient chambées. Pour nous en tout cas sur le moment c'était énorme et puis on était tout excités, c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à dormir, c'est pour ça qu'on a commencé plus tôt, puis de vivre le truc un peu. Franchement c'est un truc que quand j'allais pas aux Worlds plusieurs fois de suite, notamment genre Miami, enfin Fort Lauderdale et même Seattle. Ouais. J'étais là genre ah putain ça saoule, tu vois, j'ai envie de mater quoi. J'ai envie de mater le truc, j'ai envie d'être là, j'ai envie de vivre le truc au même rythme. Et là, c'était vraiment cool malgré le fait de pas être là-bas, de pouvoir vivre le truc un peu à notre façon, au même rythme, je trouve. Ouais. Et puis que d'être fatigué au même moment qu'eux et puis de dire allez, c'est bon, on bâche, c'est cool quoi. Moi, Donc alors, grave content. Ouais, bah pour moi, pareil. Moi, j'ai un souvenir, mais c'est comme d'habitude avec le fonctionnement de mon cerveau, c'est que j'ai presque tout oublié tout de suite après l'avoir vu, mais j'ai vraiment eu des moments enfin des trucs de ouf au moment où LOL score ou les Golden Goals comme ça. J'ai trouvé aussi que le fait d'être tout ensemble pour mater ça, et puis d'avoir aussi le côté d'avoir les commentaires des gens, ça c'était trop cool. T'avais vraiment l'impression de le vivre aussi avec Mehdi, avec Baptiste, avec tous ceux qui commentaient, ça c'était génial, avec les gens qui étaient dans la pièce en même temps que nous. Et ça faisait passer grave la pilule des déconnexions et des problèmes de trucs. Parce que ça créait un truc un peu humoristique où nous on disait ah bon bah ok on passe dessus. Moi je suis prêt à clairement je referais volontiers un truc comme ça pour un gros event dans lequel on serait pas. Ça m'a plu. Et d'ailleurs le fait est que on le refait ce soir et donc vous l'aurez probablement peut-être vu si vous avez regardé la chaîne GVP, ou vous pourrez regarder, ce sera en replay aussi. On va regarder quelques matchs après ce soir parce qu'on a bien aimé ça. Mais c'est vrai que il y avait deux trucs, il y avait vraiment genre à 2h30, 3h du mat, c'était vraiment cool d'avoir la team Perpi, d'avoir Greg et tout ça dans le chat, puis d'être genre 15-20 plus nous deux, et ça marchait trop bien je trouve. Enfin il y a vraiment eu des vagues et ça c'était hyper agréable je trouve. À la fois ceux qui étaient debout dans la nuit, puis d'un seul coup tu sentais que t'en avais perdu 2-3 en route, puis d'un seul coup il y avait 10 nouvelles personnes qui arrivaient avec du sang frais. Franchement moi j'ai été moins fatigué que ce que je pensais quand même de tout ça, même dans la semaine et tout. Moi je m'attendais à prendre vraiment le tarif. Le fait par contre qu'il y ait des gens avec nous dans la salle, qu'on soit pas juste les deux avec les gens en stream, c'était quand même cool parce que ça a vraiment aidé je trouve les blocages de streaming. Je pense qu'on aurait été encore plus frustrés d'être juste les deux plus vous en stream et d'avoir les blocages. Je pense que j'aurais pété une vitre ou lancé une Game Boy, tu vois. Mais péter la vitre du Game Boy. Et donc pour la deuxième partie de la question, est-ce qu'on pense passer en vidéo? Alors, si oui, quelle plateforme? Ce que j'aime beaucoup dans le podcast qu'on fait aujourd'hui, c'est que c'est très facile à produire. J'arrive avec ma petite boîte de 2 micros qu'on se fout sur la casquette. Quand on l'oublie pas sur la voiture. Mais franchement, c'est hyper agréable ça, côté prod, par rapport à ce que je fais d'habitude dans mon taf, d'avoir toutes les caméras, synchro, machin, le montage et tout. Là, j'ai l'impression que je peux vraiment lâcher nos 2 micros sur les pistes, couper 3 bouts, les moments où on fait pipi et tout, mettre l'intro, hop, merci, bonsoir, ça part sur le truc. Ça, c'est hyper agréable. Et du coup, le fait de pas avoir tout l'aspect visuel qui me prend beaucoup la tête dans mon taf au jour le jour, ben c'est vachement agréable. Mais du coup, quand même, ce live stream, et qu'on va refaire là, et que vous aurez déjà vu, et ben il y a quand même, comme je disais en rigolant, il y a quand même une petite partie de moi
un peu frustré de pas être un youtubeur, d'avoir pas fait une carrière de youtubeur, où je me dis genre en fait peut-être commenter des lives de bike polo avec 12 personnes, bah en fait ça me suffit largement pour combler ce vide, ouais, c'est ouf. et j'ai bien kiffé, et puis du coup je trouve que les deux se complètent bien. Ouais. Et C'est pas pareil. Moi, je suis clairement aussi 100% chaud de rester en mode audio pur pour nos podcasts, parce que moi, j'avais déjà dit dans le premier épisode, mais je suis un énorme consommateur de trucs audio. puis c'est pas le même rythme. Ouais, et puis j'ai toujours été. Pour moi, ouais, ça s'envoie de la ventoline. Non, j'enchaîne pas, mec, on t'entend. On t'entend tousser, tu vois, c'est important, ça. Ça, Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, ok, les grandes émissions Radio France. Alors, moi, j'ai un problème en plus en ce moment, c'est que j'écoute beaucoup moins la radio. Et parce que je parle de la radio, parce que maintenant, là, France Culture, c'est parti en vrille aussi, en partie les matinales, c'est beaucoup plus dur à écouter. Bref, Guillaume Erner, il a dit de la merde, il me saoule. Moi, j'aimais bien avant, mais là, ça va pas avec. Non, mais ouais, mais non, avec Gaza et tout, c'est chaud. C'est chaud. Ah ouais, Et ouais, non, il a dit de la merde. Il a Mais- reçu Albanese, il a dit de la merde. C'est pas possible. Donc, j'écoute beaucoup moins. Donc, je suis frustré. Par contre, je mets les vidéos et je les écoute énormément en audio. Depuis que, d'ailleurs, grâce à QCQC, on a eu quelqu'un qui nous a donné cette application, la RedTube, où tu peux Ouais, mettre les vidéos sans avoir tout à à fait. couper. Mais mec, je me mets des vidéos de 2 heures de jeux de société, de machin. Bref, je suis un féru d'audio. Pour moi, ça me va très bien de faire que de l'audio. Mais j'ai adoré aussi faire du stream. Pour moi, c'est deux choses très différentes, et je pense qu'on passera jamais en version live, on se filme. Il faut jamais dire jamais, Pas sur le mais long terme en pas tout sur le cas, long quoi. terme. Et je trouve qu'effectivement, la facilité de se dire, on enregistre une fois dans la cave de ma mère parce que le son est bon, puis qu'on a besoin de rien, on n'a pas besoin d'internet, que dalle. On va là-bas, une fois dans ton Ouais. salon, une fois dans mon salon, t'as tes deux micros, enfin tout ça va très bien. Ouais, et j'allais dire, pour rebondir sur le trash talk, donc le média de basket, moi que j'écoute beaucoup, faut quand même dire que le basket, il y a de la actu, mais non-stop, quoi. Ouais. T'as 5 matchs en moyenne par nuit, toutes les nuits, sauf à des périodes spéciales. Donc genre, les gars, évidemment que toutes les semaines, ils peuvent lâcher 2-3 apéros de 20-30 minutes sur un thème bien précis, et c'est vachement plus Oui. facile. Alors que nous, voilà, donc tu vois bien, quand il y a un énorme tournoi comme les Worlds, c'est super, on peut faire 1, 2, peut-être 3 épisodes à la suite en prenant des thèmes spéciaux, et cetera. Mais après, on est obligé d'aller tout de suite sur des thèmes beaucoup plus globaux, de fond de jeu. D'ailleurs, la première question que tu m'as posée sur comment fonder son équipe et tout, va falloir qu'on fasse plus de thèmes comme ça, parce que c'est super intéressant. Ouais. Et la preuve, tu as vu, je peux partir sur des tunnels Bah très ouais. longs. Bah, Mais du coup, il y a pas l'actualité pour ça. Et puis, voilà, nous, l'aspect vidéo aujourd'hui, la seule intérêt de ça pour moi, c'est pas de montrer nos gueules, c'est juste de dire, genre, en fait, c'est pour montrer du game et expliquer montrer ce qu'on est en train ouais. d'expliquer tactiquement, etc., quoi. Et alors, ça me permet d'enchaîner parce le gars a mitraillé un max, il avait beaucoup de questions, donc puis c'est tout à fait dans le thème. Comment choisissez-vous vos sujets, et est-ce que vous êtes ouvert à des propositions de sujets? Ah oui, on est complètement ouvert. Ouais, clairement, on est méga preneur, Au d'où contraire l'épisode même, de ça nous ce aidera soir. vachement. Ouais. Ça peut que nous aider d'avoir des propositions. D'ailleurs, ça a été le cas, je pense qu'en janvier, un des premiers épisodes qu'on va faire, ça va être une proposition qui nous a été faite. Top, Et pareil là. ouais. Et c'était quoi l'autre partie de la Et question? puis, Comment on trouve? comment on choisit? On dit, Ça, en on fait gros. vraiment au feeling. Ouais, en gros, moi, je t'écris, je te dis, on fait quoi le prochain podcast? Tu me dis, je pensais à ça, à ça. Moi, je te dis, moi, j'avais pensé à ça. Tu me dis, ok, on part sur celui-là cette semaine-là, En celui-là gros, on fait celle vraiment d'après. genre, combien de temps tu penses qu'on tient là-dessus? Ouais. Et puis là, par exemple, pour l'épisode de cette fois, j'ai dit, on ferait pas un hors-série Noël où on parle d'autres trucs que de polo ou je sais pas. Il a dit, ouais, pourquoi pas. Puis après, j'ai dit, en fait, peut-être que les gens, ils ont des questions à nous poser. On pourrait poser des questions larges. Puis en fait, en 3 messages, on s'est mis d'accord. Puis tant que ça marche comme ça, je pense qu'on continuera comme ça. Et de toute façon, je pense que vu qu'on est le premier podcast francophone du polo, il y a, malgré quoi qu'on fasse, il y a quand même toute une série de sujets
qu'on va devoir aborder si Dieu le veut, dans les 25 premiers épisodes, 30 premiers épisodes si on continue, où on va brasser tous ces trucs, évidemment, qui nous viennent en tête, typiquement, comme les clubs, etc. Là, on va en brasser pas mal ce soir, c'est cool, mais c'est des sujets qu'on devra reprendre plus tard. Donc, je pense qu'il y a, de toute façon, il y a une masse de sujets de base à traiter parce que c'est bien qu'on les traite une fois, et puis après oui, peut-être ça s'essoufflera, ou peut-être on devra aussi faire en fonction de l'actu et tout ça. Et là tu dis justement il y a des podcasts qui peuvent plus facilement rebondir sur l'actu, et au polo il y en a moins. Ouais, mais du coup c'est ça qui est cool, c'est que je pense ce qu'on a fait pour les Worlds, c'est assez facile de le reproduire pour d'autres tournois. Que ce soit le pré-épisode où on fait un top 10 et on fait des previews d'équipe et on pense comment ça va se passer, et puis un épisode débrief, etc. Vous avez bien compris qu'après il commençait à y avoir un petit format portrait interview avec un ou des invités, et que du coup là c'est assez cool parce que ça nous donne vachement d'objectivité par rapport aux conneries qu'on peut raconter juste nous deux l'un face à l'autre. Et puis c'est assez cool d'avoir l'envers du décor en interne, je trouve, dans les équipes. En tout cas moi c'est la partie qui m'intéresse beaucoup. Et puis après il y a des trucs vraiment gogol comme faute ou pas faute de Morgan, de machin, de trucs. Puis ça dès qu'il y a un tout petit peu, enfin tu vois, genre ça c'est le truc qui est le plus lié à l'actualité finalement. Il y a eu ce tournoi ce week-end, il y a eu cette action, ça se joue là-dessus à la fin du match. Parlons-en, parce que vu que là il y a eu une actualité, profitons-en, et puis on garde les termes, les trucs de fond un peu pour après, pour pas combler, mais pour parler de quand il n'y a pas de tournoi ou quand on n'a pas été sur un tournoi, nous en tout cas. Je finis avec ces questions, il y en a, c'est l'infini. Oh là là. Puis ça, je vais répondre vite. Vous envisagez des feats avec des gens pas sur place? Ça, t'as tout de suite mis le haut là parce que t'aimes pas ce format-là. Moi, au début, j'y avais pas du tout réfléchi. C'est pas que j'aime pas ce format-là, c'est juste que quand on a commencé le podcast, c'est parce que justement Max était là, il était après un tournoi, on en a déjà parlé, mais il était dans notre jardin, puis on a eu le truc classique je pense que tous les joueurs et joueuses de polo ont après un tournoi, c'est-à-dire de faire le monde, quoi. Ouvrir une bière, parler de trucs et puis mettre les choses en commun à ce moment-là, et du coup ça devient un podcast que tu publies ou pas. Et puis du coup moi ce qui me saoulait dans l'éventualité d'avoir des gens à distance via Teams et tout ça, c'est que ça casse cet aspect-là. En plus il y a des gens qui nous ont dit genre putain, dans les premiers épisodes ça fait plaisir, on a l'impression d'être autour de la table avec vous, et franchement c'est juste qu'on peut pas parler en même temps, mais on a vraiment l'impression de suivre la conversation, et je pense que ça casserait ce truc-là. Moi au fond de moi je reste convaincu que ça casserait ce truc-là. Moi, ça me dérange pas de pas faire de visio, aussi parce que je pense que ça te demande une préparation qui est un peu différente, et puis tu t'es jamais à l'abri que ça foire, ou combien d'exemples t'as de podcasts où les gars ils ont un son dégueulasse en face, et puis en fait il a pas mis play, et puis toi puis après pour le travail de mixage c'est aussi très différent, alors que là comme tu dis c'est quand même des standards très élevés dans la technique et dans la qualité de notre son podcast, on peut pas depuis le premier jour, et du coup il n'est pas question de mettre un vieux son de AirPod là-dessus, quoi. Et on finit par deux petites questions pour ce cher Max, qui sont, tu vas voir, très légères. Quelles idées auriez-vous pour aider la communauté Flint à prendre plus de place? Alors moi, je peux répondre tout de suite là. Je pense que de notre côté, on doit nous faire l'effort, et ça rejoindra quelques questions plus tard, d'inviter un maximum de joueuses dans notre podcast, et ça je pense que on tend à le faire. On va essayer de le faire au moins au minimum à parité. Et puis nous, pour aider la communauté Flinta à prendre plus de place, comment dire, est-ce qu'elle la formulation est, j'en sais rien. C'est moi, un peu large, effectivement. Moi, je pense qu'il faut jouer avec des Flinta, 2, chaque fois qu'il y a un tournoi, foutre un coup de presse aux orgas pour dire ça vous dirait pas de faire mix obligatoire pour qu'on voie plus de filles sur place. D'ailleurs, maintenant que c'est passé, on peut en parler, mais j'ai adoré. Pour l'épiphanie de Rouen, tu vois, je trouve que c'est un peu ce qui s'est passé. C'est marrant, c'est parti vraiment d'un message de Jojo dans le Telegram, mais pas que, et appuyé par absolument toutes les meufs qui passaient par là. Et c'est déjà, la blague était très très drôle, parce que répétée 1000 fois, et en plus ça a juste tout simplement abouti, en fait, quoi. Donc c'était quand même un truc qu'ils avaient sur le tapis depuis un moment. Bien sûr, non, je sais, mais je pense que c'est le genre de petite bêtise qui n'a rien à voir avec un podcast, mais c'est le genre de petit truc marrant qui part d'une blague, et d'un seul coup
quand tu as déjà une idée en tête, ça fait que basculer dans le bon sens. Et tu vas voir, peut-être on va en reparler tout à l'heure sur un autre sujet, sur une autre question. Mais ouais, il y a plein de choses à faire, ça c'est sûr. Donc nous, c'est clair qu'on peut que privilégier d'inviter des joueuses, entre autres. Après nous, en tant qu'équipe et joueurs, parce que mis à part le podcast, déjà on a passé le pas de dire OK, on va jouer avec Jojo tout le temps et c'est ça notre équipe et on va avoir une équipe mixte continuellement. Et puis moi, je sais qu'au fond de moi maintenant, en fait, j'ai plus trop envie d'aller sur un tournoi. Je me suis fixé ça, en tout cas, de dire quand on me propose une équipe hors la nôtre, j'ai pas envie d'aller jouer dans l'équipe s'il y a pas une personne Flinta dedans. Tout pareil. Et puis, dernière question, comment ça va? Je réponds pendant que tu tousses. Moi, ça va très bien. C'est les vacances. J'ai découvert plein de nouveaux jeux de société qui ont l'air trop charmés. Le chat et la tour, c'est trop charmé. Un jeu de rôle avec des chats qui a l'air trop charmé. Donc, je suis super content. Clémentine, elle a fait les 3/4 du pump track ce matin. Je suis trop content. Elle était là, je progresse pas. On fait du pump track avec ma copine et puis Toumache d'ailleurs. Et Manu, il a commencé aussi. Et elle était là, je progresse pas du tout. Ouais, en skate, elle a fait les 3/4, elle était trop heureuse et tout ça, c'était trop bien. Manu, il est arrivé avec un skate dégueulasse, les axes beaucoup trop serrés. J'ai dit, tu vas te torcher. Il est rentré dans le machin, il a envoyé le truc d'un coup. Mec, ça veut rien dire. Et super, là, c'est les vacances, il y a les fêtes qui arrivent, on est content, quoi. Ouais, profitez, quoi. Et toi, ça va? Moi, ça va, ouais, je tousse un peu, mais rien de grave. Et je suis content d'être en vacances. J'ai l'impression d'être moins dead que l'année dernière à la même période. Après, je redirai ça après les 2 semaines de vacances avec la famille, avec les enfants et tout ça non-stop. Mais pour l'instant, ça part vraiment bien. Donc ça, je suis vraiment content. Nice. À toi. Oui, pardon. Une question du petit Lucas, c'est Meraro, qui me l'a posé sur Instagram. C'est quoi votre top 3 matchs de l'histoire de bike polo? Je vais te donner les miens. Mais après, je pense que c'est pas ce qu'il voulait dire, mais je rajouterais bien aussi, est-ce que tu as un top 3 de tes matchs à toi dans ton histoire de bike polo? Je te donne mes matchs pendant que je te laisse réfléchir. Les premiers qui me sont venus en tête, donc de l'histoire, hein, pas de mes matchs à moi. Je me souviens très, très bien d'un Eddie Sons Clubber Politics à Genève en 2012 aux Worlds. On pourra peut-être en reparler pendant le live. Peut-être qu'on l'a maté déjà d'ailleurs, ça se trouve. Mais ça, j'ai un grand souvenir de ce match-là. Il se passe énormément de choses. En plus, j'arrive pas à me souvenir si c'est un peu la première saison qu'ils font Eddie Sons sans Hannah, mais il me semble que oui. Avec Eddie à la place de Hannah, donc avec Mo et David, qui sont des joueurs de Francfort en Allemagne et qui étaient vraiment genre la deuxième meilleure équipe ou dans le trio de meilleures équipes d'Europe de l'époque, quoi, pendant plein d'années. Et là, ils arrivent sur ces Worlds, t'as toutes les équipes ricaines qui arrivent et ils font un super tournoi. Ils arrivent contre Clubber Politics, qui est une équipe basée majoritairement à Chicago à l'époque, avec des joueurs emblématiques qui ont fait des résultats de ouf sur les Worlds précédents. Et puis ils prennent tout de suite, ils font un match de fou, ils prennent l'ascendant. Et là, après, t'as ce bon vieux Lefty Joe qui claque but sur but sur but, qui fait genre remontada, mais du milieu de terrain, quoi. J'espère qu'on l'aura regardé en stream, celui-là. Franchement... ça donne envie. Franchement, il était... Dans ma mémoire, je l'ai pas rematé, justement, au cas où on le remate, mais dans ma mémoire, genre, il me semble me souvenir que Lefty Joe fait une remontada à lui tout seul, en mode Steph Curry du milieu de terrain, et il envoie 1, 2, 3 buts du milieu de terrain, et genre, ils sont là, genre, trop saoulés, ils savent pas quoi faire pour arrêter ces putains de balles, quoi. Donc ça, c'est un match que j'ai en mémoire. J'ai un autre match en mémoire, c'est la finale du Ladies Army à Los Angeles en 2018, parce que j'étais en spectateur de l'équipe de Jojo, donc qui s'appelait Cool Sports Team, avec Maya de Londres et avec Birdie, l'américaine. Je sais pas exactement où elle habite. Milwaukee, Birdie. Ouais, Milwaukee originellement, mais je suis pas sûr que ce soit encore d'actualité. Mais je confonds avec Bernadette. Ouais, bref. Mais c'est elle. Ah ouais, je suis con. Merci Clément. Et du coup, on avait fait le trip avec Jojo à l'époque. On était
on était ensemble, mais j'habitais pas encore à Genève à ce moment-là. Et puis on était allé passer un gros 10 jours, presque 2 semaines là-bas. En mode ah vas-y LA, on en parle depuis un moment. Elle a toujours été beaucoup à New York. Vous en avez parlé avec ton daron. Et puis on disait LA, vas-y, trop stylé, on y va. Elle s'est fait une équipe trop cool. Et puis en plus il y avait Quentin Chevance, Théo à la base et Baptiste qui s'étaient chauffés en mode genre ah vas-y, nous on est trop chaud d'aller aux États-Unis juste pour le co-ed, le tournoi mixte de la veille quoi en gros. Énorme. Et ils ont dit vas-y, on se fait une team et tout. Donc Théo avait pas pu venir au final, mais il y avait Quentin Chevance, Baptiste qui étaient venus avec nous. Genre nous on avait passé 5 jours avec Jojo à Los Angeles et après ils étaient arrivés et on s'était pris une petite maison à Venice Beach et on avait joué avec David Bartot, donc avec Dove. Qui était encore à Salt Lake à l'époque, qui était venu aussi, qui avait fait le co-ed avec nous et qui justement s'était occupé du streaming après. Et je me souviens franchement de passer des moments de ouf à Los Angeles, de passer un super tournoi mixte, hors la finale, mais un super tournoi mixte. Première fois que je rencontre justement des gars comme Diego, comme Branco et tout ça. Et après, passer 2 jours à regarder le tournoi de Jojo en mode spectateur, en mode petit space cookie micro-dosé, parfaitement dosé et des petites bières calées bien. Et j'ai passé un moment mais de fou furieux. Magnifique. Et en plus, elle a gagné le tournoi à la fin. Donc c'était vraiment une tuerie. Et pour la petite anecdote, Jojo, elle m'avait fait une bonne petite blague du coup. Elle me dit celui-là, si je le gagne, on fait un enfant, tu sais. Et voilà, vous en avez fait 2. Et hop, crac, boum. Ça fait 2. Ça fait 2. Et j'ai un 3e qui m'est venu. Bizarrement, c'est pas le premier auquel j'ai le pensé, mais après, en comparant avec tous les autres, il a une place vraiment super. C'est Didier contre Mongrels au Gone Invitational. Je sais pas si c'est le premier ou le deuxième. À Lyon, donc. Et c'est un upset incroyable. T'as Baptiste, Théo, Quentin Chevance et Alexis à la place de Samir, si je dis pas de conneries. Parce que Samir pouvait pas venir. Et ils font un super tournoi. Et là, ils sont dans la simple élim, du coup. Et ils se retrouvent contre Mongrels et ils font un match incroyable. Vraiment un match incroyable. Alexis, franchement, il a jamais été dans des discussions de match de ce niveau-là, etc. Et là, il a été incroyable. Je me souviens trop bien de son match. Petit gaucher et tout, bien chiant pour eux. Et bref. Ils font que des arrêts de ouf. Trop beau. Et puis ça fait toujours plaisir quand t'abats l'ogre en plus. Donc je sais pas s'il y a une vidéo qui traîne de ce match. Je pense pas, je suis pas sûr. Peut-être, faudrait que je fouille. J'ai pas fouillé, mais j'ai un très très bon souvenir de ce match-là. Moi, j'ai aucun top 3 de quoi que ce soit au niveau des matchs. Ah, t'arrives pas à nous faire un petit j'arrive à te dire rapid fire là, tu nous en sors 3 qui t'ont marqué. J'arrive à te dire que n'importe quel match à Montpellier où j'étais dans le club des sardines supporters, n'importe quel match. Les Worlds de Montpellier en 2014. Worlds de Montpellier en 2014, n'importe quel match où j'étais derrière la banderole à chanter pour une team si possible francophone, où c'est moi. Là, voilà, je me jette. C'est moi qui avais un cool Stoto, cool Riri, cool Story Bro. Ça, c'est moi qui ai inventé cette chanson. Ça va les coups de la... Ok. Donc, tous ces trucs-là que j'ai vécu à Montpellier derrière cette banderole-là, n'importe quel de ces matchs, je me carre de qui jouait. Pour moi, c'était les plus beaux matchs que j'ai vus juste parce que c'était la folie. On était là, machin, quand la board s'est cassée, on cheerait pour le mec le banc sur lequel vous étiez assis. Ouais, tout s'est écroulé, on a cassé, Joey Alverson a cassé les boards contre Lucas, je sais plus quoi. Ils sont revenus mettre les boards, nous, on chantait le nom du mec qui revissait les boards, tout ça. Ça, c'est mon plus beau souvenir de match, mais je me fous de savoir qui jouait. Ouais, bah ça compte, c'est bien. Ah ouais, ça c'était énorme. Je pense que la fois où on a battu les Beavers, mais parce qu'il y a la vidéo de Mister Do qui fait beaucoup, mais la fois où on a battu les Beavers au World, où là on est sûr d'être top 4, et puis qu'après, ce qui est marrant, c'est que World Seattle 2011. Non, on n'est pas sûr d'être top 4 en les battant, mais 2010. On les élimine alors que c'est les championnats du monde. 2010 Non, 2011. Non, 2011, ouais. 2010, c'est Berlin. 2011, c'est là, et après, on l'a fait à Genève. Et on les élimine, quoi, parce qu'ils ont perdu leur premier match, et c'est les champions du monde en titre. Donc, on sort les champions du monde en titre. Et puis après, le match contre Will et tout ça est complètement... Golden Goal ou 4-4 je crois Golden Goal, je sais plus, mec. J'en sais rien. Ça se joue à un but, ouais.
Et complètement ouf. Et le match après contre les Guardians aussi est complètement ouf, mais on est sur le terrain, personne nous regarde et tout ça, coucher de soleil et tout, il est ouf. Et le match contre Will, et enfin bref. Mais moi j'ai pas de souvenir assez précis, mon cerveau fonctionne pas comme ça, j'ai pas de souvenir précis de trucs. Je me souviens de matchs de ouf où genre c'était quoi au polygone, non pas au polygone, au tendon mix, où toi t'es derrière et puis après tu remontes. Moi c'est moi qui arbitre et t'es contre Bouchard et tu joues avec c'est l'année Ah oui, oui, passée. oui, oui, quand Et je joue puis avec je crois que vous perdez 4Z quoi. Vous êtes pas loin de perdre 4Z. 3Z. Ouais, 3Z et 3Z. puis vous le Contre, gagnez. avec Lishka et merde, L'anglais. Locker. Ouais. Et puis Bouchard il joue avec. Bouchard, il joue avec Momo et Coco. Non, pas Coco. Ouais, c'est possible, ouais. Ah, quasi sûr. Et puis vous perdez 3Z et puis vous remontez, des trucs comme ça, ouais. Mais j'ai On, pas. on le change de côté à Ah oui. 3Z pour avoir le soleil dans les yeux. Bravo. Non, mais voilà, j'ai pas, Ouais. moi, j'ai pas une assez bonne mémoire pour ça. Mais Ah, c'est vrai que et c'était un match de ouf, ça. puis mes 3 matchs préférés, si on doit suivre la suite, bah, je remets celui des Beavers. Je mets probablement les Swiss Champs qu'on gagne avec tout match parce que je viens de le revoir là. Et puis évidemment les Swiss Champs qu'on gagne avec Jojo et Avec Jojo, toi, ouais. où ça c'est complètement ouf à 4. Et puis comme ça c'est vite fait. Ouais, Euh, C'était ouf. trop bien. Ben, moi, des games perso, j'ai un peu le même genre. Moi, enfin, il y a pas mal de remontada, évidemment, parce que il y a un moment où on était un peu coutumier du fait. Quand on joue, bah, le premier qui m'est venu en tête, c'est évidemment quand on joue avec les Hawks aux Euros en 2011 à Barcelone contre El Club. Voilà, bah, l'équipe, enfin, c'est l'équipe qui joue chez eux, ils sont à la maison, tout le monde pense qu'ils vont gagner les Euros et tout. Et puis pareil, là on perd vraiment 4-0 par contre. Là on perd 4-0 et on gagne 5-4 à la fin. Et on va se hisser sur le podium. Et c'est dommage, on a failli faire la même chose juste après contre Polo Synthèse pour aller en finale, mais déjà voilà, c'était une belle 3e place, c'était notre premier podium aux Euros. Il y a le match, je sais pas si tu te souviens de ça, le match à Leicester, à Nantes, contre Colmy Daddy. Couvert ou pas? Couvert, ouais, couvert, où nous Non, je me souviens pas non plus. on perd un match contre l'équipe en double élim et après on se retrouve en loser bracket contre Colmy Daddy, mon gars. Et ben là pareil, 4-0 je crois ou 4-1. 4-0, Ouais, c'est 4-1. les remontadas qu'on retient, c'est Remontada, marrant. et je me souviens je me souviens parfaitement de ce moment où on se prend ce 4e but, où je parle à Quentin Valette à ce moment-là, puis il me dit: «Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait?» Je sais pas mec, je sais pas. J'ai juste répondu ça et là je sais pas ce qui s'est passé, de mémoire on a sorti les muscles très fort et puis, on a renversé le match et puis, je me souviens très bien très bien dans les gradins sur le côté que tu avais des René, des Yorgo, des Ben qui chantaient des chansons et tout. C'était vraiment assez stylé et derrière du coup on sort Call Me Daddy et on va gagner les 2 finales contre l'équipe pour gagner le tournoi. Ah bah, bien sûr. Ça, on en reparlera plus en détail une fois, mais cette époque-là, là, qui se finit d'ailleurs à cet Easter, on a enchaîné un nombre de tournois de victoires avec les Hawks, c'était de toute beauté. Et enfin, ben, tout bêtement, la finale que je joue vu que tu as déjà parlé de quand on gagne les Suisses avec Jojo, qui était vraiment un moment ouf et fort, quoi, de gagner tous ensemble, tous les 4. Il y a la finale à Turin en 2016 avec Impossible Boys, où on gagne la Dominion Cup / les Euros. Et puis je sens que je surnage dans le match, je sens que je suis au top de mon game à ce moment-là, je sens qu'on peut pas perdre et puis je sens qu'on gagne et puis voilà. Et puis après on part à peine on sort du match, on démonte le vélo et on part à l'aéroport, on monte pas sur le podium. Stylé. Stylé. À part ça, combien de questions te reste-t-il? Mais une velue. Ouais, bah parce que moi, il m'en reste quand même pas mal. Il faut On arrive à faire rapid fire on fait rapid 30 fire. minutes. Allez, Allez. on a 30 minutes, ouais. Il faut qu'on mange la soupe. Ouais. Alors, c'était à moi. Ouais, vas-y. Alors, Céleste nous dit: vous avez vu plein de clubs s'éteindre au fil du temps. C'est quoi le secret pour qu'un club ne meure jamais? Des conseils pratiques pour assurer la survie des clubs?
Allez, Les conseils, je 3 sais pas si conseils. j'ai des bons conseils. On va pas je pense que la force de Genève, c'est d'être une ville où les gens bougent pas beaucoup de base. La preuve en est votre famille, mais franchement, 80 des joueurs et joueuses de Genève, même ceux qui ont arrêté, ils sont pas partis, en fait. C'est le fait que c'est une ville, ben, voilà, où il y a un cadre de vie, où tu es très bien payé, où il y a un cadre de vie de ouf et cetera. Le f de pas trop miser sur des étudiants parce que je pense que c'est les joueurs et joueuses ou des jeunes adultes, Ouais. c'est les joueurs et joueuses qui ont quand même beaucoup tendance à bouger pour d'autres raisons que le bike polo. Ouais. Mais voilà, faut faire un mix de tout ça mais en fait, finalement, je pense que les vieux et vieilles joueuses, ben, en fait, si tu arrives à les garder, Ouais. si tu arrives à passer, la période, pré et post, bébé, Ouais. tu es bien, je pense. De mon côté, je pense que un des conseils que je peux donner, c'est qu'il faut y aller même quand ça t'embête. Même quand tu vois que la Ouais. session, Ouais. il y a 2 débutantes, 2 débutants, que vous êtes peut-être que 5 et puis qu'il y a un débutant qui est super motivé puis qui dit: «Vas-y, on y va, on tape la balle à Ouais. 2v2». Et ben là, faut pas lâcher et faut y aller pour maintenir le truc. Il faut en fait maintenir toutes les semaines au minimum un entraînement pour que le fil il se casse pas. Parce que j'ai vu ça avec moi, je connais pas beaucoup de clubs de polo qui ont mouru parce que nous-mêmes, il est pas mort. Mais par contre, mon club de hockey est mort et c'est vraiment un truc de dilatation où moins tu vas réserver tes soirées parce que de plus en plus les Ah ouais. sessions sont annulées, moins t'es dispo parce qu'en fait ton mardi c'est plus le mardi polo, mais c'est de temps en temps peut-être le polo et donc tu le laisses de côté. Tu bookes plus ton mardi en disant bah le mardi c'est polo parce que tu fais d'autres choses parce que 2 ou 3 fois ça a été annulé et c'est un cercle vicieux. C'est Donc un virus qui se propage, ouais, il ça. faut maintenir le truc. Mais tu vois, c'était intéressant quand je suis parti de Rouen, ça a failli être moche. Ouais. Et heureusement, il y a eu un second souffle ensuite avec tous les joueurs et joueuses qu'on connaît maintenant. Mais clairement, il restait plus que, tu vois, genre, Max, Ouais. Quentin, Robin vite fait et c'était vraiment chouette. Je pense que la question, c'est, le secret, c'est d'avoir quand même de varier au maximum les joueurs et les joueuses, les niveaux, Ouais. etc. Parce que comme tu dis, ben, selon les soirs, c'est cool de se motiver parce qu'il y a du niveau et tu vas faire des gros matchs. C'est cool de se motiver la semaine d'après parce que tu vas aller aider d'autres personnes et tu vas pouvoir diffuser un peu plus ce que tu sais faire. En tout cas, nous, quand on a notre niveau. Je Next. te la mitraille, la Céleste, parce qu'il en a 4. Hein. C'est quoi la recette pour faire que les pick-ups soient à la fois inclusifs pour les newbies et stimulants pour les forts? Moi, de mon côté, je pense que nous, on s'en sort maintenant pas trop mal. Il faut que les newbies soient de bonne volonté et acceptent de temps en temps acceptent qu'en fait, t'alternes un match où ils jouent, un match où ça va un peu plus vite, un match où ils jouent, mais il faut toujours t'assurer que les personnes qui vont venir dans ces cadres-là puissent jouer à peu près le même nombre de matchs dans la soirée. Il ne faut pas que parce que tu es débutant, tu joues moins de matchs ou parce que tu es fort, tu vas faire que des matchs avec des débutants qui vont aussi te frustrer et risquer que tu viennes moins. Ouais, puis j'allais dire les forts et fortes joueuses doivent venir avec une mentalité de dire il va y avoir un match sur 2 Ouais. où tu vas faire un match pour les autres Ouais. et tu vas être au service des autres et au service du jeu et te mettre au bon endroit pour les aider, tu vas t'adapter à eux, tu vas donner des conseils, etc. Et le match d'après, tu vas pouvoir te mettre la misère avec les autres et après tu vas faire une pause et ainsi de suite. Et du coup, il faut que tout le monde arrive avec le bon mental. Mais je pense que annoncer ce truc-là à l'avance, quand tu sors la session, ou en tout cas en début de session, quand tout le monde est sur place, est-ce que tout le monde est OK de faire comme ci, comme ça? Tu tâtes le terrain et clairement. t'expliques ces choses-là. Je pense que c'est la meilleure façon d'avoir une session de qualité. Ouais, Et puis prévoir des snacks en bord de terrain pour ceux qui attendent et pour pas se sentir mis de côté. Comme ça, tu as un match off de qualité. C'est marrant parce qu'il me semblait avoir vu une question spécifiquement sur ça, mais peut-être que c'était celle-ci et que je l'ai tirée. C'est important aussi, nous, c'est venu dans une discussion d'avoir la possibilité, par exemple, on a instauré ça dernièrement à l'initiative principalement de Mathilde et de Julien, des joueurs locaux, qu'on dit il nous faut un temps mort pour arrêter les matchs quand ça part en couille et qu'on est dans un match où en fait on se sent plus à l'aise.
et on l'a utilisé nous-mêmes dernièrement, et ça a clairement calmé le truc. C'est en fait de pouvoir dire, quand un match te plaît pas, parce que tu sens que l'intensité, elle est négative, et puis que tu vas te blesser, ou que tu vas vouloir blesser les gens pour te venger, ou des trucs comme ça, tu puisses dire, j'arrête, et puis que personne te juge, parce qu'en fait, tu dis, moi, je me sens pas à l'aise dans ce match-là. Et donc, avoir une sorte de safe world, c'est marrant parce qu'il y a pareil dans les jeux de rôle. Tu peux dire, moi, le jeu de rôle, là, il est en train de partir en vrille, et on va sur des sujets qui me plaisent pas, j'ai pas envie de m'exposer comme ça. Donc, tu peux dire un mot, un safe word, ou alors avoir une carte que tu sors. Là, c'est ce qu'on a fait la dernière fois, ce que tu as fait toi, et ça a vraiment calmé la session. Ça a très bien marché. Et on a pu repartir, mais c'est clair que c'est un truc à instaurer qui est pas facile au début. Un truc à instaurer, et c'est un truc. En fait, je dis juste ça, genre, je sais plus qui en a parlé. Je crois que c'est Juju ou Nat, je sais plus, quand on parlait à l'AG. De GVP, et Jojo elle m'a rapporté ce truc là quand on a parlé après, quand on a débriefé, parce que c'était elle qui était allée, et du coup c'est marrant parce que ça a fait étincelle, je m'en suis souvenu sur le moment de ce truc là, et évidemment ça m'a rappelé beaucoup de trucs, comme à l'époque à Rouen on a vécu beaucoup de choses comme ça, parce que voilà, tout le monde est pris dans le machin, et puis t'as pas les réflexes et tout, et du coup je me suis dit heureusement ça m'est revenu sur le moment, et ça a calmé le truc. C'était trop bien. Et du coup c'était le moment de boire une bière et de manger 3 bonbons, puis après on a refait des matchs, et c'était cool. Je termine les 2 questions. Au rythme où ça va, vous pensez qu'on arrive quand à avoir un bike polo vraiment mix, même à haut niveau? Moi je suis assez content de l'évolution actuelle, et je pense que c'est en train même de prendre de l'inertie, à mon avis. Voilà, je pense que la prochaine étape, c'est, tu vois, genre nous on a déjà eu des championnats suisses mixtes. C'est une expérience qui a pas été renouvelée d'une année sur l'autre. Je trouve que il va falloir qu'on revienne dessus l'année prochaine. Et pareil, du coup, vos prochains championnats nationaux, pour ceux qui en ont, mettez un coup de presse. c'est la meilleure façon de montrer l'exemple dans tous les clubs du pays. Ainsi de suite, championnat d'Europe, c'est la meilleure façon de montrer l'exemple dans les pays etc., etc. Et dans la même optique, quand est-ce que vous invitez la MVP des championnats du monde dans votre podcast? Quand elle veut, le plus vite, et puis on va caler ça dès qu'on se croise, en fait. Faut qu'on arrive à se croiser, et puis que ça se passe, mais oui, avec grand plaisir. À toi. Donc moi c'est la dernière question que j'ai à te poser, elle est velue, ça peut être long. Je rappelle aussi, juste avant que tu la poses, que là toutes ces questions-là, à mon avis, sur les clubs, sur comment tu gères ton club, tout ça, à mon avis, faut qu'on fasse des podcasts entiers dessus. Donc vous en faites pas si vous êtes frustré en mode oh non ils ont pas répondu, ou c'est des baltringues, ils ont juste effleuré le sujet. Je pense que clairement, juste rien que le truc dont on vient de parler, d'avoir un safe word, de comment tu gères tes pick-up, de comment t'intègres les nouveaux dans ton club local, c'est clairement au minimum 2 épisodes, donc vous en faites pas, on reviendra dessus. Bisous. Tout à fait. Dans la même continuité, cette question mériterait presque un épisode. Ce bon vieux Mehdi de Perpi, Dimé, qui me dit vraie question, dans les équipes top 10 Euro, quel trade verriez-vous bien pour que ces équipes-là passent un cap ou trouvent plus d'homogénéité en 2027 ou 26 ou 27? Et qui est là ou le GOAT du bike polo? Tu veux commencer par le GOAT ou la GOAT? Waouh. Est-ce qu'on doit dire que c'est Dodi parce qu'il l'a gagné 5 fois, le championnat du monde, et que quand même quand oui, je pense qu'aujourd'hui on peut dire que Dodi c'est le GOAT, si on prend le en facteur. Je pense, j'ai 2 trucs à dire à ça. Je pense que c'est un joueur qui revient de... Je vais le prendre dans l'autre sens. Je pense que c'est un joueur qui a pas beaucoup montré l'exemple toutes ces dernières années. Toutes les 3, 4, 5, 6, 7 dernières années, dans les mélanges d'équipes, dans le fait d'être un peu inventif, dans le fait de partager sa ceinture de boxeur, etc., de champion du monde. La preuve en est cette année, là où il gagne les championnats du monde avec 2 multiples champions du monde déjà. Donc ça c'est un facteur que j'ai envie de mettre sur la table, mais aussi pour contrebalancer ça, il faut pas oublier que Dodi c'est un joueur qui vient de très loin, qui a commencé à jouer au bike polo en Hongrie, qui a beaucoup joué tout seul, qui est la première fois que je le vois aux Euros en 2011 à Barcelone, il est complètement cramé du ciboulot, en tout cas de l'extérieur, de la façon dont moi je le perçois. Donc je pense que beaucoup d'autres joueurs et joueuses le perçoivent
Sur le moment, moi, le seul truc dont je me souviens, c'est qu'il est à deux doigts de mettre une droite à Alejandro. Il a essayé de mettre une droite à Alejandro pendant un match. Il a beaucoup fait le journeyman, justement, pour reprendre le nom d'une équipe qu'il a fait à la Fort Lauderdale aux Worlds. Il a été obligé C'est quoi un journeyman? Un journeyman, c'est quelqu'un ça reprend ta première question, quelqu'un qui est obligé beaucoup de galvauder d'équipe en équipe avant de se faire une vraie équipe fixe. Et que, mine de rien, avant de plus être créatif et avant de pas partager et de jouer que avec des joueurs élites, et ben c'est un joueur qui a dû beaucoup inventer d'équipes et beaucoup aller dans des équipes qui l'ont invité. Et il avait beaucoup ce rôle, on en a déjà parlé, de outcast. Ouais. Et ben voilà, et la première fois qu'il gagne un championnat du monde, c'est quand même à Timaru avec Morgan et Pix, en ayant une équipe un peu d'outcast quand même à l'époque. C'est 3 joueurs qui n'ont rien gagné à l'époque et qui vont quand même faire tomber une espèce de dynastie qui est Call Me Daddy, qui vont les empêcher de gagner, et eux qui gagnent leur premier Worlds à ce moment-là. Donc voilà. Mais ouais, après, il a cravaché quand même. Ouais, clairement. Et puis après, maintenant, d'un point de vue effectivement du personnage en tant que tel, ou de la sympathie qu'il peut dégager, de l'attitude sur le terrain, il y a plein de trucs qui font que pour moi, si c'est le meilleur, c'est celui qui a gagné le plus, c'est clairement lui. Tu peux pas lui enlever ça. Ouais. Maintenant, sur l'attitude et le modèle de joueur ou de joueuse qui est mis en avant, c'est pas non plus, c'est pas ce qu'il y a de plus inspirant. Voilà, tout à fait. Mais donc par là, contre, on parle point de vue sportif, moi, tout ce que je disais. Ouais, du point de vue du gameplay, il a quand même aussi lui-même, avec le scoop, avec ces trucs-là, il a quand même beaucoup apporté de lui, de choses, et il faut, enfin voilà. C'est un vrai système à lui tout seul sur un terrain, et moi j'en ai déjà parlé dans les trucs. Moi, à chaque fois que je joue son équipe, je joue pas comme contre les autres équipes, je joue contre Dodi spécialement. Maintenant, pour enchaîner sur la GOAT, pour moi, moi j'ai ma GOAT à moi, bien sûr, qui est Jojo Bella, parce que voilà, on en a déjà parlé maintes et maintes fois, mais elle arrive à allier en plus, je l'ai vu progresser beaucoup là dernièrement, toutes ces dernières années, et prendre beaucoup ça à cœur, et essayer de se réinventer aussi comme joueuse, chose que par exemple Elodie a fait là, on a vu. Sinon, si je dois citer quelqu'un d'autre une fois que j'ai dit ça, je pense que c'est peut-être Birdie, Bernadette, aux États-Unis. C'est une joueuse à l'ancienne qui joue depuis très longtemps, qui a gagné énormément aussi de tournois. J'arrive plus à me souvenir combien aux Euros, c'est elle la première Flinta à être sur un podium. Quand elle joue à Pescara avec Dodi et Emmett. Ouais, c'est possible. Il me semble qu'ils finissent 3e. Putain, j'ai pas envie de dire une connerie. Bref. Ouais, bref. Énorme joueuse. J'adore son style de jeu déjà. Elle, pareil, elle a navigué à travers les époques de bike polo, et elle continue, elle est toujours là. Et elle a beaucoup montré l'exemple, elle, par exemple, je trouve, dans les équipes avec qui elle a joué. Et puis voilà, j'ai un super souvenir de quand elle a joué avec Jojo à Los Angeles. On avait passé du temps ensemble et tout, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a... Ouais, c'est difficile de voir un... Il y a pas de... Je pense qu'à une époque, c'était facile de dire, par exemple, pendant les 2 ou 3 premières années du polo, c'est facile de dire c'est Emmanuel, c'est Manu Lou. Ouais. C'était facile dans l'équipe. Du moins en Europe, ouais. Manu en Europe, il scorait, il faisait tout, c'était le seul à réussir des reprises, c'était le seul à cadrer à peu près ses shoots. Il avait... Tu lui mettais un goal, il passait la ligne médiane, il te remettait un goal avec son tir un peu de tennisman. C'était très facile. Après, il y a eu quand même pas mal de phases où on aurait pu dire que, tu vois, le retour de Lucas aussi, il te fait dire, mais si Lucas, il avait jamais arrêté de jouer, si Lucas, il avait gardé la même... c'est Meraro, justement, qui pose la question. S'il avait jamais arrêté de jouer, qu'il avait gardé cette intensité-là et ce truc, Malheureusement, j'ai trop de contre-exemples avec Lucas, plus qu'avec Dodi, par exemple, tu vois, où ça joue contre son équipe, et où il a trop les fils qui se touchent, et il coûte la victoire autant qu'il l'a fait gagner, tu vois. C'est vrai qu'alors que Dodi, on a souvent dit qu'il pèterait les plombs puis qu'il ferait que son équipe, elle sortirait. Mais en fait, il a quand même, il est beaucoup plus en contrôle que ce qu'il a pu montrer par un moment, où en fait il est même, parce que ce qu'il veut bien te montrer, comment il maîtrise ses trucs et tout ça. Non, puis on peut dire ce qu'on veut, même Bouchard le disait dans son épisode quand on l'a interviewé, et dès qu'il y a Dodi dans l'équipe,
peu importe avec qui il a joué finalement, tu vois, ils ont gagné Ouais, quoi. bah non, pas Et nous puis justement. C'est ça qui me saoule, c'est que moi j'ai joué avec lui et ça a pas marché du tout. ouais, mais C'était un c'est des contre-exemples, je pense. Mais bah je ouais, pense que bah donc ouais, mais t'as pas joué les Euros avec lui, t'as pas joué les oui, oui. Worlds avec lui. Et quand on parle du GOAT ou de la GOAT, ben pour moi, c'est ce genre de tournoi que tu dois prendre en compte quand même. Ouais, mais Pas c'est que, pas que. l'épiphanie, c'est pas un petit truc. Nous, on a joué l'épiphanie avec lui, ça s'est pas bien passé Oui, et je oui, peux oui, te oui, dire que oui. lui, il voulait pas le perdre. Ah Lui, non, il partait en mode, il a vraiment ses mauvais côtés, il hein, était en ça. mode: «Je suis avec les frères Bella, ça va rouler», tu vois? Ouais, 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 ouais. Ça va bien se passer. Mais Non, bref, non. moi, de toute façon, ces trucs-là de trouver le meilleur ou la meilleure, c'est pas enfin, je suis pas dans c'est pas des On mais fait ça un m'a sport d'équipe, bordel. ouais, mais bah, parce qu'à ce moment-là, je pense qu'aussi, C'est quoi la meilleure équipe? si tu dois chercher quelqu'un qui a de l'influence ou tout ça, c'est difficile d'enlever Morgan du lot, je pense dans ce qu'il a apporté aussi au niveau de l'image et du matos vélo, de comment tu je sais pas, je Bah, pense qu'il y a Matos Vélo, il a apporté des complexes surtout aux gens, ouais, ouais, quoi. justement, mais il a enfin bref, je sais pas, il y a plein de trucs. Et puis pour les filles, ben là, le récent, sacre, d'Élodie pour moi aussi, bah, ça sacre une joueuse qui est là depuis tellement longtemps et puis qui taffe à tous les niveaux et Ouais. tout, et qui tient s Non, puis qui a eu des super moves on l'a déjà dit, mais quand elle fait Rucus, avec, Daniel et ouais, Johanna, tu vois, elles ont repris ce move en plus que j'aimais bien de certaines équipes londoniennes à l'époque ou même allemandes, de faire une équipe full meuf et ouais. de dire, voilà, c'est comme ça le bike polo, puis on va venir vous gratter Yes. et donc voilà. Les Heu, transferts, franchement, beaucoup trop deep, il y a mec. beaucoup, ouais. Ça veut dire que tu peux prendre chaque équipe et dire, J'ai envie de te dire, genre, faisons 5 minutes là-dessus. On part d'un acquis. On parce que part moi de j'ai encore Mom. une question, Ah OK. mais Est-ce qu'on lâchera ça pour un vrai épisode une fois? Genre la mais free agency en janvier, on fait parce un que épisode ça free voudrait dire agency? quoi? Ça voudrait dire que tu prends donc le top 10 et tu fais des swaps entre joueurs-joueuses Ouais. et tu dis pour essayer d'équilibrer les choses. Bah, en fonction de toi, ce que tu veux. En fonction de dire: «Est-ce que je veux rendre l'équipe meilleure? Est-ce que je veux rendre tout le vivier meilleur? Est-ce que je veux rendre le vivier Ouais, mixte? Est-ce mec, que je veux» sorry, le truc est beaucoup trop vaste ouais. et puis je pense que c'est quand même un sujet Ah où mais tu t'exposes à dire: «Bah, tiens, de cette équipe-là, je retire cette personne-là». ah ouais, moi je m'en bats les fions. Ça je suis chaud moi, faire un épisode free agency, mais je pense que ça mérite un épisode entier. Ouais, c'est trop compliqué. Je le garde dans ma poche. Je le garde dans ma poche, juste pour dire, tu vois, genre, après notre épisode qu'on a fait avec Alphonse, après on est allé faire le hockey et la fondue là et juste après je lui ai dit: «Eh, tu sais quoi? Gardez la même équipe et vous prenez Oscar, le petit gaucher de Lyon, pour remplacer Auguste» et on en a parlé du coup dans le Ouais, truc derrière, on en a parlé dans le topic, Telegram où j'ai sorti cet exemple des Clippers, et de Norman ouais, Powell ouais. qui dit, addition par soustraction, tu retires un joueur soi-disant très fort, soi-disant le meilleur joueur de Mmh. l'équipe, mais en fait son rôle, ben, il redégouline sur les Ouais, joueurs et ouais, joueuses qui restent dans l'équipe ensuite et en fait les tâches qu'il faisait lui très, très bien et ben, peut-être qu'en fait les 3 autres, 4 autres derrière et ben, ils ouais. peuvent très, très bien le faire à sa Ouais, ouais, place clairement. et tu redistribues les forces Oui, oui. et tu retournes Ouais, sur ouais. tu retrouves un format à la Didier, Salah Didier ou des équipes comme ça, où peut-être il y a pas de franchise player, tu pas ce terme, mais tu pas un ou une joueuse qui Ouais, ouais. sort du lot pas sur l'équipe, mais par contre, en tant qu'équipe, les 4 ils sont plus forts qu'une équipe Ouais, où il y ouais. a un ou 2 joueurs plus forts. Mais tu vois, le truc, c'est que là, le boulot que ça demande est gigantesque. Si Non, tu prends le il y t a c'est ça le truc, c'est en que fait, moi il échoue, la Mehdi. question elle m'a passionné, j'ai commencé à m'y mettre dessus et même moi ça m'a passionné, j'ai pas du tout eu le temps de me poser Ouais, plus que ça. moi, si tu me dis, par exemple, à l'échelle d'une team, tu vois, est-ce que tu peux régler, par exemple, le problème de, si tant est qu'ils en aient un, est-ce que tu peux régler le problème de la team Varga, Levin, le nom, j'ai un Bah, dedans. déjà, il y a un problème à régler, c'est que Levin il s'en va. Bah voilà, alors tu peux dire, Levin s'en va, qui tu mets à la place si les deux autres Parce que restent? c'est ça que j'allais dire. Faisons juste cet Pour effort. moi, c'est super intéressant dans le sens où déjà, bah, tu as Auguste qui part de son équipe, Levin qui part de son équipe, Momo qui part de son équipe et Mmh, Lisa qui va dans cette équipe. ouais. Bah, déjà, ça veut dire que tu as 3 teams qui sont sur le carreau, sur les 4 joueurs-joueuses des Worlds Euro là qu'on a vus. Bah, comment tu fais derrière ça?
Bon, mais nous, tu pourrais aussi partir du principe que déjà, tu vas pas chercher forcément que dans ce top 10, mais tu dis, bon, Ah oui, moi je suis vous, parti de ça, hein. En plus, j'ai commencé à faire des trucs. Bah, tu vois, je dis Oscar, il bah est pas dans voilà, le top 10. typiquement, si tu veux faire un truc qui soit plus franco-lyonnais, où tu dis, bah voilà, vous avez la chance d'être au moins les trois Ah ouais. sur place, souvent, puis vous ajoutez Jason, et puis Voilà, exactement. Moi, c'est les ouais, trucs que ouais, j'avais en tête. Rendre le truc un peu plus local, rendre le truc un peu ouais, plus mixte, rendre le truc un peu plus passionnant. D'un seul coup, ben, le fait que tu mettes des critères comme ça, peut-être que tu as une identité ouais, d'équipe qui ressort vachement plus, plutôt qu'aller prendre ouais. Bah déjà, de la choucroute, des ouais, ouais. sushis, de la pizza, et puis en Ouais. faire Bah déjà, une table, tu vois. tu pourrais partir du principe que pour que ce soit plus équilibré, bah, tu dois déjà ajouter une finta dans chacune de ces teams. Alors ça, Donc déjà, mais alors ça, du coup, donc c'est à partir de ce critère-là, il fallait que je bosse beaucoup plus tu la vois? question, Bah tout ouais, de donc suite. c'est gigantesque. Bah Mais merci. ça aussi, c'est lié au manque de représentativité actuelle dans le top 10 euros, tu vois, par exemple. On l'a déjà souligné quand Ouais, on en a parlé. mais On a dit Hello et Jojo, c'était les 2 plus hautes placées à ce moment-là, et elles étaient 7 seulement, un truc comme ça. Donc, bah voilà, malheureusement, effectivement, commençons par là. Voilà. donc oui, bah, très On intéressant, mais va, ben voilà, ouais. on va aider un peu le truc Flinta, et en plus, on va répondre Ouais. à la question de Mehdi, un de ces 4 en janvier. Il faut qu'on mange la soupe, mais c'est une super question, effectivement. Allez, Et vas-y, puis balance tes une questions, toute moi, j'ai plus petite rien. dernière d'un certain Gaucher William. Ah ah! Pour vous, Clem et Woody, pendant quelle ère du bike polo était-il le plus facile de gagner des titres? L'ère 2009, attention parce qu'il y a 3 ères, attention, comment on appelait ça, la périodisation, comme on disait en histoire, elle est spécifique, hein. L'ère 2009, l'ère 2010-2020, qui est le pic Ouh du là! bike polo avec beaucoup de joueurs et joueuses expérimentés, actifs et actives et un équipement uniformisé, ou l'ère actuelle, qui inclurait donc depuis 2020 jusqu'à 2000 actuelle, l'ère actuelle avec du nouveau matériel, des anciens joueurs retraités, etc. Dis donc, Willou, tu serais pas en train d'essayer de tirer la couverture un peu vers toi, là? Mais Bon, euh, 2009-2020, ça me paraît un peu grand comme période. 2010-2020, il y a 2000, 2010-2020, ouais. ça me paraît trop grand comme Ouais, période. en fait, c'est Je pense que moi, j'ai 2009, je pourrais mettre 2009-2012 presque, un truc comme ça, ou 2009-2013. ouais, c'est très Parce compliqué. que là, tu vois, je pense qu'il le met d'un seul, les airs, là, comme ça, en parlant, j'ai l'impression que c'est euh, pré-Call Me Daddy, Ouais, Call Me Daddy, Mongrels. bah clairement. Donc Je voilà. pense qu'il Mais a. je pense que c'est mal regardé le truc, parce qu'il y a quand même l'air pré-Beaver, Call Me Ouais. Daddy, Guardians, machin, suivi de, effectivement, l'ère Mongrels. Mais en fait, quoi qu'il arrive, c'est très compliqué parce qu'en fait, ça veut dire, tu peux décider de périodiser en fonction, bah, comme l'a fait William, plutôt de son expérience à lui et de ses titres à lui. Puis tu peux aussi décider de périodiser en fonction des règles, puis dire est-ce qu'il y avait la règle ou du matériel. Est-ce qu'il y avait, Ouais, il y a la règle où les gens étaient encore en fixe, ouais. où c'était splitté. Il y a la règle où les gens jouaient pas capé, et ça on n'en a pas du tout parlé encore, mais il y a le cap, c'est pas un truc qui vient tout de suite, hein, avoir des mecs capés. Donc tu peux dire aussi qu'il y a Oui. techniquement, parce que si tu poses la question de quand est-ce que c'était plus difficile de gagner, c'est pas que pour des raisons de quelles équipes étaient dominantes, mais c'est aussi de quel matos tu avais à dispo, Ouais. de comment tu te procurais ce matos, de ce qu'il y avait sur Internet de dispo pour progresser, de comment les. Donc c'est une question qui est gigantesque, mais lui nous répond en disant, lui il répond, bah, comme ça peut peut-être nous aider à répondre. Lui dit que le niveau technique est plus élevé aujourd'hui. Selon lui, il le reconnaît, mais il se demande si la compétition n'était pas plus serrée avant, quand une équipe favorite pouvait facilement se retrouver Ouais. à la 10e place de Ouais. n'importe quel tournoi relevé. Je pense qu'il peut par exemple faire typiquement écho au fait qu'en 2010-11, les Beavers qui étaient champions du monde Et number one seed après les 2 premiers jours, sortent très très vite. se retrouve en bas de la double élim Voilà. dès le premier match. J'ai 2 remarques qui me viennent en tête à ça directement. Non? Est-ce que c'est la question? La question questionne, j'ai envie de te dire. Est-ce que c'est plus dur de gagner sur quels critères? Sur quels critères on se base? Moi, je pense que c'est. Je pense que c'est pareil. Je pense que c'est aussi dur parce que les exemples montrent, pour l'instant, on a des un peu moins là cette année, mais on a quand même des dynasties qui ont régné, et c'est quand même pas mal valable aussi bien en Amérique du Nord
que même en Amérique du Sud, Ouais. la preuve. Et après, je connais pas bien les autres, mais qu'en Europe. On a eu une hégémonie, on a eu une pluie de titres, Call Me Daddy, Ouais. suivie d'une pluie de titres Mongrels. Aux États-Unis, pareil, on a eu Guardians, on va dire, enfin Beavers, puis Guardians, puis Beavers, et ensuite, on sait pas trop. Je pense quand même au fond de moi que oui, aujourd'hui, c'est beaucoup plus technique. Je pense que c'est au moins aussi dur, mais voire peut-être plus dans le sens où, ça se nivelle par le bas. Je pense que il y avait beaucoup d'équipes beaucoup plus faibles à l'époque, Ouais. dans les gros tournois Euro, Worlds et tout ça, alors qu'aujourd'hui, je te promets, tu peux vraiment Ouais, reviens Willou, reviens voir, tu mais peux tu te le prendre sais. un coup dans la Mais nuque bien très sûr, fort bien sûr. par vraiment beaucoup de gens Ouais, et ouais. d'équipes d'un seul coup, il y Ah a ouais, le non mais nouveau Dodi, le nouveau ouais, Oscar, ouais. le nouveau machin, Ouais, ouais. et là, tu es Je suis emmerdé d'accord. Tu tombes et sur les 36e, tu te dis: «Yes, yes, bon tirage», et en fait, ça ouais. se passe pas bien. Il score vite et puis tu te retrouves à tirer la langue parce que aussi, bah, ça s'est uniformisé au niveau du jeu, au niveau des défenses et des choses comme ça. Il y a quand même pas mal une équipe qui pose une bonne raclette, qui ont un bon gardien. Mmh. Si toi, t'as pas bien pensé tes shoots et puis que tu prends pas le temps de poser ce qu'on avait déjà dit dans d'autres épisodes, bah, une équipe qui a un beau goalie comme ça, elle score assez vite sur un coup, un coup de bol, et après, elle défend fort derrière. Eh ben, le scénario catastrophe arrive. Et j'ai envie de dire aussi que le titre en lui-même, ça, j'en sais rien parce que ça fait longtemps que, enfin, la dernière fois, on l'a pas eu, et c'était, ça me paraissait quand même très dur. Même quand Bouchard était blessé, donc ils étaient plus que 3, moi, ça m'a paru très dur à Perpignan de les battre en finale. Je pensais j'ai quand même, pour le coup, Bah, mental. malheureusement, le problème, c'est que nous, en plus, ça arrive à beaucoup d'équipes Ben qui ont oui, rencontré Mongrels en finale. on est C'est que tout déjà de suite, là, en c'est plus, les gars, super. ils ont un peu l'expérience, quoi. Tout de Oui, suite, si toi, tu as réussi à te hisser en finale, ouais. ils ont l'expérience des 4-5 finales des Worlds, Et et moi, de comment encaisser, digérer le chemin ouais. des 3 jours précédents que tu as Et là, t'as fait, raison aussi, c'est et le que fait d'être content d'être en finale. exactement. Eux ont accumulé beaucoup d'expérience de ces top matchs, alors qu'il y a quand même d'autres gens qui ont gravité autour, et qui ont essayé. Mais tu vois, bah, les Rasta, ils ont réussi après avec les frères Toin en changeant de team, mais Ouais. c'est presque la même team. Mais ils sont le devenus, ils ont aussi acquis de l'expérience de ces finales-là, tout ça. Ça leur a permis d'être meilleurs. Donc tu vas te battre contre, en finale, des équipes qui ont accumulé l'expérience et qui sont chaudes à battre. Et c'est dur parce que de toute façon, peu de monde arrive en finale. Donc voilà. Mais aussi, dans l'ensemble du tournoi, on est quand même passé au début, je me rappelle, les premiers championnats d'Europe ou comme ça, nous, on était clairement une des premiers, les Genevois, à dire: «Nous, on va pas faire la fête. Nous, on va pas boire. Mmh. Nous, on boit pas. Nous, on se couche tôt». C'est ce Et que c'est ce qu'on j'avais. avait appris à Bouchard, à Saragosse. On lui avait dit: «Bah non, là, on se fait des pâtes. Là, on va pas. Là, on va se coucher. Là, on fait ça. On a des pâtes de fruits la journée. On a des trucs. On fait ci. On bouffe pas à midi parce que c'est le piège, parce que le premier match, tu te fais fumer». Et on a vraiment. Et maintenant, énormément d'équipes respectent ce truc-là. Et on est arrivé à un point où, il y a encore quelques années, une équipe qui pouvait performer, c'était simplement l'équipe qui arrivait à jouer 2 ou 3 fois par semaine, et puis qui avait un ou deux Ouais. joueurs qui tapaient la balle solo. Maintenant, bah, toutes les bonnes équipes, sorry, elles font ça, et donc ça devient plus dur parce que tu dois au moins avoir cette discipline-là, de pas faire le foufou le soir, de bien manger la journée, de pas arriver explosé, d'avoir une semaine reposante, d'avoir prévu un bon Airbnb et pas de loger n'importe où, etc., etc., Je pense etc. effectivement le fait qu'on ait assisté, nous, à cette naissance du sport, Ouais, il y avait quand même eu tout de suite, le premier joueur qui avait beaucoup de skills, Manu, ouais, tout de suite, il pouvait écraser la bien compétition. sûr. Les premiers joueurs, qui ont commencé à théoriser un tout petit peu le sport et à amener des tactiques à droite, à Ouais, gauche, Greg Van Barden, Cole Me Daddy, et cetera. Tout de suite, ouais. ils ont pu, écraser un peu le game pendant une certaine partie, et cetera. Il y a eu il y avait beaucoup de plus de place pour être précurseur sur Ouais, tous ces aspects-là, qui ressemblent aux autres sports, ouais. et maintenant beaucoup moins. Ouais, et je pense qu'il y a toujours une marge, mais quand même beaucoup moins qu'avant. Il y a encore vachement de Ouais, choses à ouais, découvrir dans ces trucs-là, que ce soit en termes de skills, de théorie, de machin, de trucs, et même de style de jeu, comme on ouais, parlait la dernière fois. Mais effectivement, ben, il y a quand même déjà plusieurs portes qui ont déjà été ouvertes. ouais. Bah, tu vois, typiquement, bah, l'épisode précédent avec Alphonse, si vous l'avez pas écouté, bah, écoutez-le, il est chambé. Et parce qu'Alphonse est chambé. Et Ouais. en fait, justement, il parle trop bien. Et en fait, bah, justement, tu découvres que moi, je suis là dans ma petite bulle à dire: «Oh, jamais personne, les gens parlent de tactique, machin». Puis en fait, le gars te dit: «Oui, oui, mais nous, on fait des Google Meet, on fait ci, on fait ça. Jeudi, on fait ci
quand il y a ça, on fait ça. Quand il y a ci, et donc tu vois, bah oui, une équipe qui performe, qui arrive à aller à faire des podiums ou quasi-podiums dans les tournois les plus importants ces derniers temps, eh ben, elle a bossé ces trucs-là et tout ça. Donc, William, je pense que c'est plus dur maintenant parce que le niveau, il a globalement augmenté et les erreurs coûtent très cher, alors qu'à une époque, tu pouvais quand même t'en sortir un peu à la fraîche. Et puis, Je sais pas, est-ce que les top 5, top 10 des Euro, NA, Worlds, etc. vont dans notre sens de dire que le podium des Euros ressemble pas du tout, enfin pas du tout, vraiment pas beaucoup au ouais. podium des Worlds. Pareil pour les, bon ça fait plusieurs fois que les équipes des NA maintenant sont même plus sur le podium des Worlds. Oui, bon, par contre, etc. la meilleure équipe aînée, c'est celle qui va. Les gueules. Ah non, c'est pas ceux qui Non, vont le non, plus loin. non, il me semble. Ah bah non, il y a une Il y a barrière, Nemesis. c'est ce que disait Benji, il y a une barrière de Ouais. latinos qui. Ouais, donc ça, je pense qu'il a tort aussi, dans le sens où ben, quand il dit avant une bonne équipe pouvait finir 10e, bah ça c'est toujours le cas. Une très bonne équipe comme. Attends, il est pas objectif parce qu'il Oui, connaît pas. ouais, mais Nebula, mais il a vu quand même cette fois-là. Nebula qui gagne, finit mal après au World. Mais j'avais encore un truc à dire sur tout ça, c'est, je reviens juste là-dessus, pour la périodisation, je crois que c'est le premier ou le deuxième épisode du podcast d'Emmett et Johanna, Ladies with machin Bitches with a W. Ouais, dans un de ces épisodes-là, Emmett fait une périodisation que j'ai pas retenue, mais qui était assez intéressante, je crois, en 2 ou 3 aires du bike polo. Et de toute façon, cette histoire-là, elle est à écrire et c'est effectivement, vous pouvez choisir l'axe que vous déterminez, c'est-à-dire soit vous passez par les règles, soit vous passez par le matos, soit vous passez par, d'un point de vue au contraire, ben pas au contraire, mais d'un point de vue Flinta, à partir de quand il y a une période Flinta, après Flinta, des choses comme ça, et puis qui n'existe pas encore la période Flinta, hein, malheureusement. Mais vous pouvez aussi, donc il y a 1000 façons de périodiser, et je pense que la manière dont tu as présenté les airs là où Willou, elle est difficile à comprendre. Elle mériterait un peu plus de travail, et parce que une aire de 1 an, une aire de 10 ans et une aire de 5 ans derrière, il y a un petit déséquilibre, je pense. Mais si tu veux la préciser, on est très preneur, et je pense que si on doit dire, ben ne prenons qu'une grande ligne du temps qui dit le début et l'ère actuelle, enfin le début et nos jours, eh ben on te répond plutôt. On pense que c'est quand même un petit peu plus chaud maintenant, mais ça n'enlève rien au fait que vous étiez super chaud et que tu mérites tes titres. Bravo, William. Oui, non, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr, parce que on peut aussi dire dans ce sens-là qu'aujourd'hui, au NA, il y a plus personne. Tu vois, ils ont plus personne à mettre sur un podium des Worlds depuis plusieurs années de suite. Ouais. Et que ben à l'époque, c'est quand même eux, Call Me Daddy, qui vont faire la première finale en tant qu'Européens, et ensuite gagner la première fois les Worlds à Genève. Ça me fait penser d'ailleurs, on était en train d'en parler, j'allais dire, on dit attends, c'est les Worlds de 2009, non, de 2010, 11. Il y avait des Worlds tous les ans à l'époque. C'est super. C'était incroyable, mais surtout, c'est vachement plus facile pour gagner des Worlds d'une année sur l'autre, quand tu restes dans la même équipe, de pouvoir réajuster, machin. Ouais. Toi, ici, t'es obligé d'attendre maintenant 2, peut-être 3 ans, mais 2 ans et pas, demi. là, c'est où les prochains? Non, mais tu vois, genre là, on n'est pas allé à ceux-là. Les derniers, c'était ceux où on était en finale en 2023 à Perpignan, tu vois. Ça paraît déjà très loin quand même. Ah, wow. Bah déjà, on a changé d'équipe entre-temps. Enfin, on a changé un joueur pour une joueuse entre-temps. Donc, je pense qu'à l'époque, c'était plus facile de rester au top, en tout cas. Je dis pas que c'est plus facile de gagner, mais je pense que c'était plus facile de rester au top parce que tous les ans, tu pouvais refaire ça, refaire un gros qualifier, un national, un championnat continental, et aller aux Worlds, et t'étais dans une vraie dynamique. Yes. Et il faut qu'on bâche parce qu'on doit manger la soupe. Et puis on va passer au stream que vous avez déjà vu. Merci beaucoup, bonne fête, bonne année, bisous. On se revoit en 2026, hein, janvier. On ne sait pas encore le thème du premier épisode, mais il y en aura, vous en faites pas. On a plein d'idées. Et puis, n'hésitez pas à nous en envoyer. Et puis, trop bien. Bisous. Trop super. Ciao la team. À plus. Ciao, ciao.